Et je donne la parole donc à Charles Gardou, anthropologue que vous connaissez tous, président de la Fondation internationale de la recherche appliquée sur le handicap, pour quelques mots de conclusion. Charles, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Antoine. Alors, merci beaucoup à toutes et à tous de la qualité des échanges de cette matinée. Merci à Diana, Mario, Virginia, Clara, Anne pour tout ce qu'elles nous ont apporté. Merci également à l'équipe du CFHE, présidente Bernadette, Farbaude, Cécile et tous les autres, hein. Et merci à Antoine d'orchestrer tout ça si brillamment. Alors, comment conclure après ce que nous venons d'entendre ? Comment conclure, j'allais dire, ce qui, hélas, ne se conclut pas. Ça a été dit tout à l'heure par Anne, 130 conflits armés seraient recensés dans le monde. On a parlé de l'Ukraine, Moyen-Orient. J'écoutais en venant ce qui se passe de manière cruelle au Nigeria, Soudan, Sahel. Alors bien sûr, certains sont plus médiatisés que d'autres, plus visibles, mais ils sont tous aussi destructeurs. Et je vais parler dans mon propos de tension. On est face ensemble à cette situation du monde plus ou moins proche de nous, avec ce qui s'affirme et ce qui se vit. Alors on affirme que chacun doit avoir sa pleine place en toute situation, et on se rend compte qu'il y a partout une hiérarchisation des vies. Les unes comptent plus que les autres. On parle de droits communs, de droits universels, et on ne cesse de constater ensemble des inégalités. On parle de paix prônée et de guerre organisée. On parle de vision inclusive et on constate des discriminations, des exclusions de toutes sortes, de toutes sortes. Alors dans ces contextes, et dans d'autres liés à des catastrophes industrielles, technologiques, climatiques, les organisations humanitaires, on en a parlé tout ce matin, interviennent au nom d'un impératif éthique largement partagé. Porter assistance, protéger, soulager, sauver des vies, notamment les plus exposées. Il faudrait que ça soit ainsi, les plus exposés. On a parlé des personnes avec des vulnérabilités sociales, des personnes âgées, des personnes malades chroniques, situations de handicap plus ou moins visibles. Mais on constate ensemble qu'elles restent à la marge et qu'elles sont globalement invisibilisées. Alors nous voilà face à la question centrale qui a constitué le fil conducteur de ce séminaire. Comment les protéger sans les exclure ? Autrement dit, comment sauver des vies sans négliger la voix de celles ou de ceux que l'on cherche à aider ? Comment agir dans l'urgence, puisque c'est de cela dont il s'agit, sans déposséder les personnes de leur capacité à participer ? Alors ça, c'est une tension qui est au cœur, me semble-t-il, de l'action humanitaire. Il me semble important de le dire d'emblée. Cette tension n'est pas accidentelle, elle n'est pas marginale, elle est en grande partie structurelle. Et la première source de cette tension est inhérente à la temporalité. L'humanitaire, c'est d'abord le temps qui manque. Il faut agir vite, très vite, dans l'extrême urgence, et dans ces conditions, la participation des personnes elles-mêmes peut apparaître secondaire, trop complexe ou parfois impossible. Alors il est aisé de se représenter ensemble, et vous nous y avez beaucoup aidé ce matin, de se représenter des situations très concrètes. Une alerte aérienne dans un camp où les signaux ne sont que sonores. Que fait alors une personne qui ne peut les entendre ? Une évacuation précipitée, sans matériel adapté. Qui reste alors en arrière ? Alors dans de nombreux contextes, vous l'avez dit, les abris sont inaccessibles, les équipements sont inadaptés, les dispositifs d'alerte ne sont pas inclusifs, les populations fragiles ne sont pas localisées, les aides techniques manquent, les systèmes de santé sont effondrés et tendent alors à reléguer les plus vulnérables. Ceci
en dépit des textes. On a cité le texte de l'ONU, l'article 11, vous avez cité aussi la résolution de 1475 de l'ONU. Les conséquences de ces situations sont, vous l'avez montré aussi, infiniment lourdes. Une blessure mineure peut devenir un handicap permanent. Et selon l'OMS, c'est le chiffre, jusqu'à 16% des handicaps dans le monde sont liés au conflit. Et ce chiffre peut atteindre 30% dans certaines zones plus affectées. Et les blessures sont directes ou indirectes. Et une donnée doit nous alerter, et elle a été mentionnée tout à l'heure, les personnes en situation de handicap ont un risque de mortalité de 2 à 4 fois plus élevé que le reste de la population. Ce ne sont pas des mathématiques, ce sont des loupes sur une réalité humaine qui nous empêchent effectivement ensemble de passer par pertes et profits ces réalités qui nous dérangent. Alors dans de tels contextes, les décisions doivent être prises vite, très vite, je l'ai dit, et les priorités sont largement définies, vous l'avez souligné aussi, par des acteurs extérieurs ou les mieux équipés pour intervenir. Et les programmes dispositifs sont standardisés, Marion l'a dit tout à l'heure, centrés sur des indicateurs nutritionnels, sanitaires, et les mécanismes de consultation restent limités, voire parfois impossibles à mettre en œuvre de manière structurée. La participation devient alors difficile à organiser et plus encore, elle peut être perçue comme un luxe. À quoi cela sert-il ? Alors l'urgence et la violence des situations conduisent donc à une centralisation des décisions dans laquelle la parole des populations en termes de préférences, de critiques, de savoirs locaux peine à trouver des canaux d'expression effectifs. Je vais le dire comme ça, l'urgence ne supprime pas seulement le temps de la participation, parfois elle tente à en disqualifier la nécessité. L'urgence prime sur tout le reste. Deuxième source de tension, au-delà du temps, ça tient à la relation asymétrique entre les organisations et les populations. D'un côté, on a des acteurs humanitaires avec des ressources, des financements, une expertise, une capacité d'intervention, et de l'autre, on a des populations en situation de grande vulnérabilité, parfois de dépendance extrême. Cette asymétrie, elle est constitutive, elle n'est pas accidentelle, elle structure même l'aide humanitaire. Et Didier Fassin, un collègue du Collège de France, anthropologue, parle d'une économie morale de l'humanitaire. On intervient au nom du prendre soin de toute vie, ce qui fonde sa légitimité. Mais cette légitimité s'accompagne d'un déséquilibre. Certains parlent, décident, organisent, d'autres sont parlés, administrés et pris en charge. La parole des personnes concernées n'est pas absente, ce n'est pas cela qu'il faut dire, mais elle est souvent filtrée, reformulée, subordonnée, je pourrais encore dire encadrée. Elle passe par des enquêtes, des indicateurs, et elle est traduite dans le langage de projet. Elle devient une donnée parmi tant d'autres, non pas un principe organisateur de l'action. Et c'est peut-être là qu'est le vrai problème. Troisième source de tension de l'action humanitaire, il réside dans le risque de dépolitisation. Dépolitisation. Ce qui amène à ne formuler les problèmes qu'en termes techniques. Besoins alimentaires, accès à l'eau, soins médicaux. Il le faut, bien sûr, mais c'est au détriment de la dimension politique, historique, sociale. Dans l'urgence, raisonner en termes de besoins vitaux est évidemment indispensable, mais cela produit un effet de réduction. Les personnes, ça a été dit aussi, deviennent des bénéficiaires, ils deviennent des cas, ils deviennent des situations à traiter, et leur dimension politique, au sens le plus noble du terme, premier du terme. On oublie souvent la noblesse du terme politique, tant il souffre de déformation par ceux qui le représentent. C'est la capacité à s'exprimer, à choisir, à contester. Cette dimension politique, de sujet politique, passe souvent au second plan. Et James Ferguson, qui est un anthropologue américain, parlait à ce titre de machine anti-politique.
à propos de systèmes qui transforment les réalités complexes, historiques, conflictuelles, en problèmes techniques à résoudre. Et dépolitiser, finalement, mes amis, c'est déplacer le lieu de la décision. Il y a moins de débats, moins de délibération, plus de procédures, et parfois, sans le vouloir, on aide sans écouter, on assiste sans consulter. Et ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement la parole, c'est la reconnaissance des personnes, de personnes capables de choix, de désaccords, de revendications. Ils ne sont pas. L'expression, vous savez, très popularisée, besoin, personne n'a besoin spécifique, est un peu piégée, cette expression. Parce que ça n'en fait que des nécessiteux. Or, ce sont des êtres désirants, souffrants, aimants. Ce ne sont pas que des êtres de besoin. Il y a des expressions comme ça qui ne sont pas mal inspirées au départ, mais qui peuvent être excessivement réductrices. Alors, cependant, je crois que malgré ces remarques, il faut le dire et le redire, les acteurs humanitaires interviennent dans des situations excessivement contraignantes, là où la mort rôde. Insécurité permanente, accès limité, parfois impossible aux populations, pression des bailleurs, des financeurs en amont, exigence de résultats rapides, ça a été dit aussi, et parfois les équipes doivent travailler à distance. Parfois, elles n'ont tout simplement pas le choix. Selon la place des organisations, la répartition du pouvoir décisionnel devient très complexe et traversée par des enjeux de confiance, de faisabilité et de coordination. Alors ces contraintes expliquent en grande partie les limites de la participation, mais elles ne les justifient pas. Elles doivent être, cette question doit être prise en compte, ça a souvent été répété ce matin. C'est dans ce cadre qui a été largement dessiné, qu'émergent des approches qui visent à rééquilibrer les choses. On parle aujourd'hui beaucoup de localisation de l'aide. Vous avez parlé les unes et les autres de préparation, d'anticipation, de formation, d'acculturation. On parle aussi beaucoup de participation communautaire et ça a été dit aussi tout à l'heure, de redevabilité envers les populations affectées. Qu'est-ce que ça veut dire, la redevabilité ? Ça renvoie à l'obligation de leur rendre des comptes et pas simplement de rendre compte aux financeurs. Cette notion renvoie à l'idée d'ajuster l'action en fonction des retours concrets, en évitant des angles morts qu'on ne sait pas voir sans les personnes elles-mêmes, tout en gardant évidemment la nécessité d'une réponse rapide, opérationnelle, j'allais dire sans mettre en pause la protection d'ensemble ni interrompre l'action d'urgence. Alors ces différentes notions visent à réintroduire, on le voit bien, de la participation et de la reconnaissance politique. Elles appellent à passer du seul faire pour au faire avec. Et c'est-à-dire informer, écouter, consulter et autant que possible associer aux décisions. Mais je termine en disant ça, soyons lucides, là aussi une tension demeure entre efficacité et participation, entre rapidité et justice, entre sauver des vies dans l'urgence et respecter pleinement la noblesse de toute vie et son désir d'autonomie. Dans les situations les plus extrêmes, ce que nous appelons une vision inclusive, peut sembler secondaire, voire irréaliste. Ça peut sembler une utopie théorique versus chaos pratique. Et pourtant, c'est précisément dans de tels moments et de telles situations que cela doit rester un cap. C'est pas toujours une réalité immédiate, mais en tout cas un horizon pour guider l'action, même dans ces situations complexes. Mes amis, peut-être au fond, tout ce qu'on a dit ce matin ensemble, et qui était d'une immense richesse, peut-être au fond, les situations de crise dont nous avons parlé ne font-elles que révéler de manière amplifiée, de manière plus brutale, les mécanismes déjà présents dans la marche ordinaire de nos sociétés. Des mécanismes où certaines voix comptent plus que d'autres, où certaines décisions se prennent sans celles et ceux qu'elles concernent directement. Moi, j'ai coutume de dire qu'on surparticularise trop le handicap.
alors qu'il est au centre. Il est le révélateur finalement, et dans ces situations aussi, des grandes inquiétudes humaines et des grandes dérives humaines. La question donc qu'on a posée n'est peut-être pas celle d'une vraie rupture par rapport aux pratiques ordinaires, mais elle est celle d'un changement de contexte, d'échelle et de degré. Mais le problème reste. Est-ce que les personnes en situation de handicap, dont on dit qu'elles sont un septième de l'humanité, sont considérées comme des sujets politiques à part entière? Dans les situations dont nous avons parlé, mais dans les situations dites ordinaires. Et peut-être la réponse tient-elle dans notre capacité collective, donc à ne pas les réduire à ceux qu'elles subissent, à reconnaître qu'elles ne sont pas simplement des vies à protéger, mais des voix à entendre. Alors, je vous remercie tous beaucoup et vous assure, CFHE et les autres organisations, du plein soutien de la Fondation internationale de recherche appliquée du handicap, sur le handicap, la FIRA, donc aux actions que vous menez. Merci beaucoup.